Deuxième partie de notre entretien, François, un football et littérature là encore, mais littérature dans un sens peut-être un peu moins noble, puisque je vais m'appuyer cette fois-ci non pas sur un livre, mais sur quelques articles que tu as pu publier à l'époque dans Le Monde, Ouais. des chroniques consacrées au foot. Alors, reste à savoir si tu considères que ces chroniques sont de la littérature, à voir. Grande question. Grande question. Très concrètement, il y en a deux en fait. J'en ai repéré deux, alors j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais j'ai essayé de me tenir à deux chroniques qui m'ont beaucoup intéressé. La première, elle s'intitule Allons maillot de la patrie. Alors simplement pour restituer le contexte, elle est publiée, je crois que c'est vers l'hiver 2013, donc on est en lendemain de France-Ukraine, le fameux barrage pour la Coupe du Monde de 2014. Mhm. Les Bleus se sont qualifiés in extremis pour la Coupe du Monde au Brésil, dans les circonstances que tout le monde connaît. Or, il y a un sondage, et c'est ton point d'appui en fait dans l'article, il y a un sondage qui affirme que 79% des Français continuent d'entretenir une opinion plutôt négative à l'égard des Bleus, tout en affirmant dans le même temps, et c'est là que le paradoxe intervient, qu'ils soutiendront les Bleus au mondial. Ouais. Et donc voilà l'extrait de la chronique qui me semble intéressant et sur lequel j'aimerais qu'on rebondisse. Comment est-ce possible? Comment peut-on célébrer une victoire et condamner les vainqueurs? La réponse réside dans le patriotisme, dans sa bêtise fondatrice, mise à nu par sa version folklorique nommée chauvinisme. Le fait de supporter l'équipe de France au mondial, donc là c'est moi qui ajoute, hein, simplement pour donner du sens à la suite de la citation, le fait de supporter l'équipe de France au mondial ne concerne pas l'équipe de France, mais la France, la haute opinion qu'on en a. De Gaulle appelait ça une certaine idée de la France. Or, une idée par définition n'advient qu'au prix d'un dépassement du monde concret. Et donc là encore, c'est moi qui ajoute le morceau de citation. Cette logique, si on la pousse à son paroxysme, elle déboucherait donc sur l'aberration suivante, je te cite, une sélection nationale composée de 11 maillots bleus se mouvant tout seuls sur le terrain, sans corps pour leur donner forme, sans individu singulier pour les animer, la France enfin libérée des contingences impures de l'incarnation, l'idée de la France enfin débarrassée de son réel. Donc, alors les auditeurs m'ont certainement entendu sourire, parce qu'il y a évidemment, je pense, un peu de, Ouais. bon, pas Ouais. d'exagération, mais je trouve que la radicalité est toujours intéressante quand il s'agit de réfléchir sur tel ou tel point, parce qu'elle permet d'épuiser en fait la logique d'un raisonnement, et c'est ce que tu fais là pour le coup. Alors la question, moi, que j'aimerais te poser, c'est une vraie question qui me traverse moi-même en tant que supporter par moment, ou en tant que simple spectateur, mais est-ce que la bêtise de l'idéalisme tel que tu l'as décrit pour l'équipe de France s'applique, oui ou non, au club de foot aussi? Parce qu'on sait, il y a dans certains clubs, il y a un discours idéaliste chez pas mal de supporters. Il y a par exemple, je vais prendre l'exemple le plus spectaculaire en France, mais à l'OM, chaque année, les supporters, ils ont bien raison, je crois, vu l'instabilité de leur effectif, mais tous les étés, les supporters répètent, après tout, peu importe les joueurs, peu importe l'entraîneur, ce qui compte, c'est l'institution OM qui est, elle, contrairement aux joueurs, inviolable et qui ne change jamais. Mhm. Et donc, est-ce que l'idéalisme de l'équipe de France, des supporters de l'équipe de France, est-ce qu'il s'applique aussi au club de foot ou est-ce que toi, tu établis une distinction nette entre les deux? J'avais jamais réfléchi à la question. Je me souvenais pas d'ailleurs de cette chronique d'ailleurs, mais je suis content de la rentendre. D'ailleurs, je vois bien que finalement, mon anti-patriotisme n'est pas d'hier. Enfin, en tout cas, il date d'au moins 10 ans, mais je pense qu'il date de bien avant d'ailleurs. Mais j'avais pas réfléchi à la question, mais je dirais oui, comme ça, en premier jugement rapide, parce que c'est la même chose, quoi. C'est de privilégier une certaine idée qu'on aurait ou une certaine représentation symbolique ou fantasmatique ou fétichiste d'entité qui s'appelle Marseille ou qui s'appelle la France, ou du club de Marseille ou du club France ou du pays France, parce que voilà, évidemment, je m'en prenais beaucoup plus au patriotisme dans cette chronique via l'équipe de France à la rigueur au football en lui-même, quoi. Oui, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai toujours été frappé de la propension qu'ont les gens à soutenir une équipe sur la seule foi du fait que cette équipe, eh bien, je veux dire, incarne l'entité nationale ou locale auquel ils adhèrent de façon totalement fantasmatique. Enfin, je veux dire, sur la seule foi du fait qu'en fait, ils sont français ou marseillais. Bon, alors même si Marseille fait partie des rares clubs qui ont des fans très au-delà de Marseille.
mais en général, on soutient le club de sa ville. Et puis en général, aux Coupes du monde, eh ben, on est du côté de l'équipe nationale qui se trouve coïncider avec la nation où on habite. Bon, bah, tout ça, évidemment, montre bien que dans les deux cas, le réel même de l'équipe importe peu. Enfin, je veux dire qu'on ne parle pas du tout de football en tant que tel, et que ça ne va pas être une adhésion élective à un certain jeu ou à certains joueurs parce qu'on les trouve beaux, parce qu'on les trouve super, parce qu'on trouve que ce système de jeu est magnifique. Voilà, il y a plein de raisons d'aimer une équipe. Non, on y adhère parce qu'il se trouve que c'est l'équipe de France ou c'est l'équipe de Marseille. Donc oui, je trouve ça fondamentalement con, bien sûr. Après, j'aime assez que le football soit aussi un lieu de conneries. Enfin, je pense que le sport, d'ailleurs, peut être une façon finalement de négocier avec sa propre connerie, de l'épancher euh, à moindre frais. C'est-à-dire que je préfère que le patriotisme, la bêtise du patriotisme s'exerce dans le soutien à l'équipe de France, dans le soutien inconditionnel, c'est-à-dire pas du tout sous condition du réel effectif de l'équipe de France, de ce qu'elle produit véritablement comme jeu ou comme spectacle. Je préfère que la bêtise du patriotisme s'exerce là et seulement là, comme s'il y avait comme ça un effet de ça permettait de purger son patriotisme, plutôt que dans le réel de la vie d'une nation ou dans le réel politique, où là le patriotisme fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Il fait des dégâts sur les intelligences des uns et des autres, mais parfois il fait des dégâts effectifs, parce que dans le patriotisme est quand même en germe un certain type d'adversité qui, par exemple, s'appelle la guerre, mais qui pourrait aussi s'exercer dans d'autres, je veux dire, produire une sorte de toxicité qui soit d'un autre ordre. Par exemple, il y a des gens qui disent, moi je suis pour l'intérêt national, les intérêts de la France sont mes intérêts, et donc si les intérêts de la France passent par le fait de vendre des rafales à une dictature, eh bien c'est les intérêts de la France. Alors là, c'est pas directement de la guerre, mais voilà, c'est mettre entre parenthèses un certain nombre de principes au nom de cette fétichisation de la patrie. Donc oui, moi je trouve que l'adhésion inconditionnelle à un club a quelque chose de fondamentalement bête, et c'est surtout, je veux dire, faire preuve de peu d'amour pour le football que de soutenir une équipe, y compris quand elle est laide et qu'elle produit un jeu de merde et qu'elle ennuie tout le monde de samedi en samedi. Je trouve ça bête. Et en même temps, j'aime assez cette connerie-là. Je pense que moi j'ai été chauvin pendant très longtemps. J'ai soutenu Nantes parce que j'étais nantais. Après, je l'ai soutenu pour des raisons peut-être un tout petit peu plus distinctives, parce que je me suis rendu compte qu'il se trouve qu'accessoirement et par chance, l'équipe de Nantes produisait un jeu très spécifique et qui d'ailleurs suscitait l'adhésion de pas mal de gens non nantais. Le fameux jeu à la nantaise, qui est encore une fois très largement un mythe, mais pas seulement. Qui avait quand même un début de fondement. Donc je trouve ça con, en même temps j'aime bien cette connerie. Je pense que le foot, c'est aussi le lieu où on peut se permettre d'être con. Donc oui, on va se la jouer chauvin. Donc moi j'ai été abonné à la Beaujoire et j'ai un peu donné dans la panoplie du con. Mais je le faisais en connaissance de cause. C'était notre petite parenthèse con. On était des gens plutôt intelligents avec mes copains. On était politisés. On avait une analyse politique pas tout sauf bête. Mais on s'accordait des parenthèses de conneries dans le COP du FC Nantes. On s'accordait pas quand même des parenthèses de conneries du genre faire des cris de singe, hein. Je veux dire, il y en avait autour de nous, ça on le faisait pas. Pas parce qu'on est des bonnes âmes, mais parce que là, on trouvait que pour le coup, il y a une limite à la connerie. Mais par contre, crier PSG enculé à chaque fois que le goal du PSG dégage, oui, bien sûr que je l'ai Il y a des fait. supporters du PSG parmi mes abonnés, Bégodeau, là, tu vas me... Mais oui, non, mais là je dis PSG enculé, mais j'aurais pu dire. Non, mais tout le monde y passait, à Montpellier Ah non, mais enculé. tu as le droit libre à toi de cultiver les Nous, idées que tu as envie, hein, pas de problème. nous étions très œcuméniques dans la sodomie. Vraiment, là, il n'y avait pas de problème. Mais donc là, ces parenthèses de conneries, je vois bien. Je pense même qu'elles ont très largement une fonction d'exutoire, comme on dit, ou de purgatoire, ou de catharsis, quoi. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'idéalement, je pense que quand on aime véritablement le foot, eh bien, normalement, on doit développer ce que j'appellerais des affinités électives et non pas des affinités natives. Donc je ne vais pas me mettre à soutenir une équipe parce qu'il se trouve que je suis né dans le coin. Je vais me mettre à soutenir une équipe parce que vraiment, je l'ai distinguée pour des raisons footballistiques parmi d'autres. Ça, moi, je me suis converti à ça dans les années, à partir du moment où j'ai eu 20 ans, où là, j'ai commencé vraiment à ne plus soutenir l'équipe de France parce que je la trouvais vraiment trop merdeuse. C'était des années très noires pour l'équipe de France, d'ailleurs, les années, je sais pas, 80, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De toute façon, j'aimais pas l'équipe de 98 non plus, j'étais pas trop derrière elle, hein. J'aimais pas beaucoup l'équipe de 2018 non plus. J'ai beaucoup aimé l'équipe de 2000, donc j'étais plutôt derrière.
Euh, 2006 aussi ou pas? 2006, j'étais impressionné par la puissance de cette équipe. Après, c'était pas trop ma came quand même, mais j'étais vraiment impressionné ouais, il y avait notamment un milieu de terrain extraordinaire, quoi. Genre là, c'est pareil, on a Zidane mis en avec avant les Zidane, Vieira, c'est mais vrai que oui, c'était Zidane fait 2 ou 3 matchs impressionnants, mais c'était surtout Vieira, Makelele. Je veux dire, ces deux-là étaient imprenables, quoi. Et puis il y avait en plus, il y avait Malouda qui faisait du beau travail sur la gauche. Non, c'était une équipe extrêmement bien structurée, avec une défense très chevronnée, Thuram, la grande classe, quoi. Donc c'était une équipe impressionnante, mais dont le jeu en lui-même m'impressionnait pas plus que ça, ce qui fait que je dois bien avouer devant la France entière qu'en finale, j'ai été plutôt pour l'Italie parce que j'avais un crush sur cette équipe d'Italie qui tenait à... Bon, d'abord, j'ai toujours aimé le football italien pour son intelligence tactique. Et puis cette équipe-là me plaisait beaucoup. Mais sans doute aussi pour des raisons un peu d'esprit de contradiction à 2 balles, parce que tout le monde était contre elle. Il y avait des beaux joueurs devant, j'aimais bien Cannavaro, par exemple, je trouvais un défenseur merveilleux. Il y avait quelques joueurs que je trouvais très beaux, quoi. Donc, puis le milieu de voilà. terrain de l'Italie était pas mal non plus pour le Ah, coup. c'était pas mal du tout, quoi. Donc, Et comme d'hab, Pirlo, De Rossi, Gattuso, si j'ai bonne mémoire. c'est-à-dire qu'il y avait un de mes joueurs préférés de tous les temps qui est Pirlo. Je l'avais oublié, tu vois, mais de fait, ça jouait beaucoup dans ma dilection pour cette équipe. Donc, oui, c'est vrai qu'à un moment, notamment au niveau national, enfin, c'est-à-dire international, je me suis mis à pas systématiquement défendre l'équipe de France et plutôt aller. Je me souviens qu'en 86, moi, je suis surtout du côté de l'équipe d'Espagne et du RSS. Pas du tout par affinité soviétique, mais parce que cette équipe était magnifique. Et pas Euh, le Brésil de Socrates? Bah, un peu moins, parce que, alors là, pour des raisons, mais c'est, tu vois, c'est comme quoi, ce qui est génial avec le foot, c'est que on peut vraiment être très con, quoi. Et moi, je sais pas pourquoi, peut-être esprit de contradiction. C'est-à-dire que j'en avais marre de ce mythe du Brésil, et donc j'avais tendance à regarder avec une certaine mauvaise foi le Brésil. Bon, j'avais bien vu que l'équipe de 82 était merveilleuse, hein. Celle de 86 était pas mal, mais moins bien. Donc, non, non, c'était pas celle qui avait mon suffrage. Mais parfois, les suffrages passent par des sinuosités subjectives pas très défendables, hein, je dois bien avouer. Mais tant mieux, le foot, c'est aussi le lieu de la mauvaise foi, c'est le lieu de... Chacun se fait sa petite cuisine affective et ses prédilections diverses et variées. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que c'est toujours bien. En fait, idéalement, ça serait ça, quoi. Je pense qu'un bon supporter de foot ou un bon amateur de foot, bah, c'est pas mal qu'il défende l'équipe de sa ville ou l'équipe de son pays. Mais c'est pas mal aussi qu'il ait une petite case dans son éventail érotique pour vraiment avoir une grosse affinité avec une autre équipe sur la seule foi du jeu qu'elle produit ou disons du spectacle qu'elle donne. Je pense que c'est pas mal, quoi. Et j'ai eu assez vite ça, moi. J'étais très fan du Real Madrid des années 80, par exemple. Euh, et puis voilà, depuis quelques années, je ne soutiens plus jamais l'équipe de France parce que je suis totalement exaspéré par le déchampisme. Donc moi, en finale, je suis pro-Argentine, mais à un point absolument indécent d'antipatriotisme. J'étais bien content que l'Argentine se balade pendant presque 90 minutes. Donc, ouais, non, je pense que c'est quand même intéressant d'aller. Et d'ailleurs, tu vois, je finirai là-dessus, mais j'ai constaté que, si tu veux, l'adhésion aveugle chauvine à une équipe est souvent à proportion inverse ou à proportion tout court de la connaissance qu'on a du sport en question. Ça, je le vérifie par la négative à chaque Jeux olympiques, parce que comme tout le monde, je suis un peu les Jeux. Et pour tous les sports où j'y connais rien, eh ben, je me raccroche à quoi? Je me rapproche au maillot. Et donc, quand je suis de l'escrime, sport où je ne connais rien, mais où on brigue pas mal de médailles à chaque JO, parce qu'il y a une tradition de l'escrime française, eh ben, je suis évidemment pour les Français. Parce que je n'y connais. Parce que d'abord, je pense que c'est toujours bien de suivre un spectacle de sport en étant pour quelqu'un. Parce que je pense que ça fait monter l'adrénaline. Donc, j'aime bien être pour quelqu'un, pour une équipe ou un joueur, ou un participant ou une participante. Et quand j'y connais rien au sport, eh bien oui, là, à ce moment-là, l'affect patriote gagne. Mais c'est parce que j'y connais rien. Donc on retrouverait ce que j'essayais de dire dans cette chronique de façon un tout petit peu humoristique, euh, comment dire, l'intensité de notre croyance dans la fable patriotique, dans l'idée creuse de la patrie, est toujours à proportion de notre méconnaissance ou de notre indifférence au réel. Quand je suis très connaisseur d'un sport, je peux me créer des affinités qui ne soient pas directement chauvines ou directement patriotes. Il y a un autre sport que je connais très bien parce que je l'ai regardé très petit avec mes parents et que j'adore ce sport, c'est le rugby. Et ben, en rugby,
pendant 20 ans, j'ai soutenu tout sauf l'équipe de France. Je soutenais évidemment les Blacks quand ils étaient très beaux. Je soutenais l'Irlande à un moment parce qu'ils avaient une équipe très très bien structurée que j'aimais beaucoup. Je soutenais l'Angleterre quand elle a été excellente il y a une dizaine d'années. L'Australie à une époque qui produisait un jeu très flamboyant. Je me suis beaucoup baladé comme ça en fonction des propositions d'équipe. Et comme la proposition collective et rugbystique de l'équipe de France était absolument zéro en fait dans les années, je dirais, de 2000 à 2020, moi j'étais jamais pour eux. En revanche, depuis 3 ans que cette équipe est flamboyante, magnifique, avec une organisation exceptionnelle et des joueurs brillantissimes et qui par ailleurs ont des bonnes têtes, qui sont d'une grande intelligence de jeu, et je serai à fond derrière eux à l'automne prochain pour l'organisation de la Coupe du Monde en France. Je précise juste au passage, pour ma petite gloire personnelle, que les chroniques que je faisais dans Le Monde étaient multisports. Hein. Je faisais alors évidemment, le foot revenait assez souvent parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je pouvais parler de tennis ou de choses diverses et variées. Je le dis parce que souvent, ça a été comment dire, c'est la mémoire collective qui concerne à peu près 123 personnes se souvient que je parlais de foot, mais non, en fait, je parlais de sport en général. Non, mais tu as raison, effectivement, il y avait d'autres chroniques. Je crois que j'en avais, non pas lu, mais en tout cas, j'en avais vu une sur le basket. Mais simplement, moi, j'ai retenu celle-ci parce que je ne maîtrise absolument pas les autres sports, je t'avoue. Donc, et je ne Ah ouais, m'intéresse pas à autre chose que là. c'est footballocentrique. Exactement. Ouais. Deuxième chronique qui m'a intéressé, alors intitulée cette fois-ci La meilleure façon de finir. Alors, je crois que c'était dans Le Monde ou SoFoot. Je t'avoue que j'ai Sous un faute. petit trou. Je crois Sous que c'était faute. SoFoot, peut-être de Ouais, ouais. mémoire. Voilà, donc dans SoFoot. Tu t'intéresses en fait au coup de boule de Zidane en finale et en fait à sa fin de carrière plus généralement. Et tu développes un point de vue qui est tout à fait original pour le coup, puisque, je vais lire l'extrait après, mais tu défends l'idée selon laquelle Zidane n'a pas été si heureux que ça en équipe de France. Ça pourrait peut-être expliquer éventuellement son pétage de plomb en fin de carrière. Donc je te cite. Le capitaine a quitté le navire? Rien d'étonnant. Le capitaine ne s'est jamais vraiment plu sur ce navire. Ce navire est rempli de galériens gagnant des mètres à la force de leur puissance de récupération. Les esthètes n'y sont recrutés que pour donner l'illusion que la croisière s'amuse. Alors l'esthète s'énerve de ce jeu pourri, se retire sur un coup de tête. Le problème, c'est que, entre autres hiatus, Zidane n'est pas un gagneur. On ne l'a pas beaucoup vu retourner en vain un match qui tournait vinaigre, contre la Grèce en 2004 par exemple. Ne nous voilons pas la face, dévoilons au contraire la face la plus sympathique de Zidane. Ce type s'en fout de gagner. Lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on se passe la balle indéfiniment. Un esthète, oui, égaré dans une génération de calculateurs implacables. Zidane s'est trompé d'époque. 72-82 lui était une décennie plus hospitalière, où les petits bleus sympas promenaient leur génie loser partout dans le monde. Donc moi je trouve que ces lignes, ça a vraiment percuté mon cerveau. Je t'avoue, la première fois que je les ai lues. Donc tu défends la thèse selon laquelle Zidane ça a passé l'essentiel de sa carrière en bleu à s'emmerder, puisque en fait il est né à la mauvaise époque et que l'équipe de France dans laquelle il a évolué ne lui a pas permis d'exprimer pleinement tout son génie balle au pied. Et tu vas plus loin parce que tu dis effectivement que Zidane en fait n'a rien d'un gagneur et qu'il ne faut pas s'en tenir évidemment à ses 2 buts en finale. Gagner ne l'intéresse pas. Zidane, c'est l'anti-Deschamps finalement. Gagner ne l'intéresse pas. Et donc toi, tu envisages voilà, un Zidane qui aurait fait carrière dans les années 80 en France. Donc, alors dans les années 80 en France, il aurait été en concurrence avec Platini. Toi qui as vu jouer les deux, Zidane ou Platini? Je pense que le génie des deux, c'est Zidane. Peut-être que Platini, balle au pied, Zidane, largement. Hein. Zidane, un joueur de balle extraordinaire, une technique incroyable, folle, quoi. Mais aussi un très bon passeur, donc en fait, un joueur presque total. Platini avait peut-être un petit truc en plus par rapport à Zidane, par-delà ce truc en moins, c'est que je pense que c'était un meilleur passeur long, les fameuses ouvertures de Platini. Il faisait des ouvertures de 40 mètres, il était réputé pour ça. Donc c'était un immense passeur. Ce que Zidane était plus dans le jeu court. Et comme moi j'aime bien les passes longues, je préférais Platini pour ça. Deuxièmement, je pense que Platini était un meilleur buteur que Zidane. Il est arrivé d'ailleurs à Platini de jouer avant-centre. Rarement, mais ça a été.
Donc Zidane n'est pas un buteur, enfin pas quelqu'un qui est connu pour son habileté absolue devant le but ou son sens du but. Et Platini avait ça aussi. Donc après, je ne vais pas choisir entre les deux parce que c'est quand même deux joueurs absolument merveilleux. Après, sur les lignes que tu viens de lire, écoute, je vais te dire un truc. Je pense que ces lignes qui sont intéressantes parce qu'elles sont contre-intuitives, elles vont contre un truc. Mais je pense que ces lignes se trompent et je crois savoir pourquoi. Elles se trompent. On manque toujours de discernement quand on est aveuglé par la passion. Et là, j'ai été aveuglé par une passion négative que j'ai déjà un peu abordée tout à l'heure. Alors, il faut resituer un peu les conditions d'écriture de ce texte parce que à l'époque, j'écrivais donc régulièrement dans SoFoot et les gars de SoFoot m'avaient commandé un texte que je devrais écrire le lendemain de la fin de l'aventure Coupe du Monde de l'équipe de France. Donc, en fait, si tu veux, j'aurais pu écrire en huitième de finale si c'était fait éliminer, en quart si c'était fait éliminer, en demi, voilà. Et en fait, évidemment, c'était en finale. C'est vrai que pendant toute la Coupe du Monde, j'ai attendu de pondre ce texte. C'était un long texte par ailleurs, hein, donc c'était du boulot. Donc, chaque fois, je me disais, est-ce que je vais devoir me mettre au boulot dans la nuit qui suit? Et là, bah, je veux dire, il n'y avait pas photo. C'est-à-dire que je savais bien que j'allais écrire après cette finale. Alors, finale où effectivement j'étais pour l'Italie, comme je l'ai dit, où j'étais un peu effectivement exaspéré. Probablement que tout engouement chauvin collectif crée chez moi une sorte de mauvaise humeur. Je veux bien croire qu'il y a là un certain esprit de contradiction qui est à la fois bête et en même temps, je pense, assez sain. Je pense que c'est toujours assez bien de la part d'un individu de se méfier de tout emportement grégaire. Donc voilà, je m'aime bien ayant cette façon de rester au bord de la touche quand je vois des grands emballements patriotiques comme ça, même si je pense qu'il y a une sorte de connardise au travail. Il y a un peu les deux, quoi. Voilà. Donc j'étais mal luné. Et notamment, j'étais mal luné contre quand même, effectivement, une équipe de France qui était devenue la spécialiste d'être une casseuse du jeu adverse, beaucoup plus qu'une productrice de jeu. Ça, c'est l'école Deschamps. C'est l'école 98. C'est l'école italienne, que Deschamps a appris tout ça en Italie, à la Juve notamment. Et l'équipe de 98 était quand même un désastre, hein. Je veux dire, il faut s'en souvenir. Moi, j'ai détesté cette équipe, extrêmement défensive, qui a pratiquement obtenu une victoire en Coupe du Monde sans avoir d'avant-centre quand même. Ce qui est quand même une performance. Et lequel avant-centre d'ailleurs n'avait marqué aucun but, il s'appelait Guy Varche, personne ne s'en souvient. Donc on ne se souvient pas du tout des attaquants de cette équipe de 98 parce qu'elle fonctionnait sur une défense absolument géniale, incroyable, et sur une armature défensive au milieu qui était puissante, qui était en gros Deschamps, Carambeu, Petit, qui étaient plutôt des ratisseurs et des défenseurs que des créateurs de jeu. Et puis il y avait le pauvre Zidane qui se baladait là, il y avait le pauvre Djorkaeff qui était en 9,5, qui touchait pas une bille et qui d'ailleurs a produit très très peu de jeux. Et puis il y avait le pauvre Guy Varche. Voilà, c'était ça l'équipe. Donc c'était une équipe défensive. Et ça, c'était les bases du jeu de Deschamps. Il y a eu une petite exception en 2000 parce qu'on avait de tellement bons attaquants qu'on jouait un peu plus devant, donc avec Henry et Trezeguet. Et puis Zidane là était vraiment au sommet de son art. Et puis en 2004, 2006, on est revenu aux bases, quoi. On est revenu à il faudra d'abord détruire le jeu de l'adversaire. Donc ils avaient détruit le jeu de l'Espagne qui pourtant commençait déjà à être la grande équipe d'Espagne. Il y avait déjà du Iniesta, il y avait déjà tout ça. Et moi, j'avais bien vu qu'en huitième, bah, l'équipe qui produisait du jeu, c'était l'Espagne, et que la casseuse de jeu, c'était la France. Donc, qui méritait totalement sa victoire par ailleurs, hein. Ils avaient complètement atomisé l'Espagne. Avec le Brésil, c'est un peu ce qui s'était passé aussi, hein. Ils avaient empêché de jouer le Brésil. Avec le Portugal en demi, ça a été une demi-finale, mais vraiment mais pourrie, comme vraiment seule cette équipe de France savait en produire. De toute façon, les deux équipes, il n'y en avait pas une pour rattraper l'autre, hein. C'était deux équipes de destructeurs. Et ils s'étaient entre-détruits jusqu'à un dénouement favorable à la France, mais sur un facteur X. Et puis arrive cette finale de merde aussi. Je veux dire, globalement, une finale de très très médiocre qualité, où les deux équipes se neutralisent et qui va se dénouer par les pénaltys. Donc j'étais mal luné, j'en avais ras-le-bol déjà de cette équipe de France, j'en avais marre que le déchampisme ait déjà triomphé et d'ailleurs que Deschamps fera triompher une fois qu'il deviendra sélectionneur. Et on est encore dedans. Et donc ce texte doit d'abord se lire, les lignes que tu as lues, c'est moins une analyse de Zidane qu'une façon de dauber sur l'équipe de France en fait. Surtout, je l'écris en fait le lundi qui suit la défaite, donc je vois comment dire, la larmoyance nationale se mettre en place, la mauvaise foi chauvine se mettre en place, à savoir que si on a perdu cette finale, c'est à cause de Materazzi, etc. Et donc j'écris dans cet état-là. J'allume les chaînes d'infos, j'écris 10 lignes, je rallume les chaînes d'infos, je réécris 10 lignes. Et vraiment, j'écris ce texte contre l'équipe de France. Et donc, dans la continuité de
de cette mauvaise humeur, je vais finir par en conclure que, évidemment, l'esthète Zidane n'a pas dû être heureux dans cette équipe, tellement c'est une équipe anti-esthétique. Mais bien sûr que je forçais le trait, parce que c'est faux. En fait, je pense que Zidane s'est quand même très largement épanoui dans cette équipe. Il a quand même gagné une Coupe du Monde, il a gagné un Euro. Et par ailleurs, Zidane est en fait un gagneur. Et ça s'est beaucoup vu comme entraîneur, hein, par la suite. On voit que c'est une machine à gagner, Zidane. Beaucoup plus pragmatique que l'esthète euh, désintéressé que je peignais dans ces lignes, qui sont des lignes, je pense, erronées. Il y a une part de vérité dans ces lignes, c'est ce que je dis sur l'équipe de France, ça c'est sûr. Mais du coup, j'instrumentalise le pauvre Zidane en le repeignant dans des couleurs qui ne correspondent pas à sa réalité. On a su rétrospectivement qu'il était quand même un vrai patron, Zidane, sur le terrain, ce qui n'apparaissait pas beaucoup. En fait, l'élément, je pense, le plus juste de ce long article sur la meilleure façon de finir, ça je m'en souviens, c'était plutôt de dire que ce coup de boule, c'était un peu le gentil Zidane qui avait envie de montrer à la face du monde, évidemment par une pulsion inconsciente, hein, bien sûr, ce n'était pas prémédité, et ce n'est même pas conscientisé. Mais son corps, à ce moment-là, a eu envie, juste avant de quitter la scène, de signifier au monde que je ne suis pas le gentil que vous croyez. C'est pour ça que je le peignais un peu en Sid Vicious, quoi. Il y a un punk en moi, il y a un méchant en moi, et évidemment, Zidane n'a jamais donné cette image-là. Il faisait toujours des trucs avec les petits-enfants. Il était dans des trucs caritatifs. Quand il faisait de la pub, c'était pour l'eau minérale. Et c'était le gentil Zidane, toujours un peu discret, petite voix, assez modeste. Alors que je crois qu'il y avait, comme dans tout peut-être grand champion, il y avait un tueur en lui, qui ressortait d'ailleurs épisodiquement. Parfois, il avait des coups de sang, Zidane. Il se prenait des cartons rouges. Quand on grattait un peu, on le sentait quand même, hein. Ouais, 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 il s'était fait d'ailleurs virer en 98. On a oublié tout ça parce que les fables patriotiques sont toujours révisionnistes. Et le vainqueur réécrit toujours l'histoire à la lumière de la victoire finale. Mais l'équipe de 98 était extrêmement terne à voir jouer. Deuxièmement, ils s'en sont sortis vraiment ric-rac à 2 ou 3 reprises. Et puis surtout, Zidane, en fait, a été très, très peu influent dans cette victoire de 98. Ne serait-ce que parce qu'il est absent de 2 matchs. Pourquoi? Parce qu'il est viré par un carton rouge au deuxième match contre l'Arabie Saoudite, où il fait une espèce de geste, où il piétine avec ses crampons un type qui a fait un tacle un peu brutal, quoi. Et Il un geste en s'énerve. plus totalement inutile, parce que bon, la France, je crois, gagne 2-0 de mémoire, mais enfin, il Absolument. n'y Donc avait là, c'est aucun vraiment enjeu. c'est le sale caractère de Zidane qui ressort et qui ressortira d'ailleurs assez souvent. Au Real, il s'est pris des cartons rouges aussi. Et puis ce coup de tête où on voit qu'il perd ses nerfs. Materazzi, on sait bien, le provoque pendant tout le match, insulte sa mère, insulte sa sœur. On connaît les dessous de tout ça. Mais évidemment qu'un grand joueur vraiment serein et aussi calme et zen qu'on peignait Zidane aurait dû résister. Et il ne l'a pas fait. Je pense que dans sa façon de faire un coup de tête, évidemment, il y avait un énervement, mais moi, je surinterprétais un peu, bien sûr. Comment dire? Là, j'écrivais en écrivain un peu, je produisais une interprétation un peu à la limite de la rationalité, qui était qu'il avait voulu montrer au monde le vrai Zidane, quoi, celui qui avait un démon en lui et qui n'était pas le gentil Kabyle. Parce que Zidane, c'était aussi ça, c'était aussi l'arabe qui cache la forêt. Je me demande si j'avais pas cette expression C'était le bon arabe. C'était l'arabe qui vraiment avait soustrait de lui tous les stigmates arabes tels qu'ils peuvent être stigmatisés précisément par le corps national français. Il avait Ne serait-ce que dans évidemment son physique déjà, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un de très blanc aux yeux verts. Bon, il y est ça. pour rien évidemment, mais c'est vrai que Bah, c'est ce paradoxalement. côté, c'est les Arabes qu'aiment bien les Français, des fois, c'est-à-dire les Kabyles, qui ne sont pas des Arabes stricto sensu. Donc, peau blanche, très francisée, mariée avec une Espagnole, en tout cas d'origine, une Française d'origine espagnole, appelant ses fils Théo, Lucas, et non pas Mohamed, Aziz et ceci, cela. Il était l'Arabe dont rêvent les républicains intégrationnistes français. Et bon, et je pense qu'à ce moment-là, je ne sais pas si je le disais comme ça dans le texte, ça j'ai oublié, mais je me demande s'il n'y avait pas une façon, encore une fois très inconsciente, hein, de nous dire, les mecs, je suis un arabe, hein. Voilà, ça va, l'assimilation, la République, tout ça, être plus blanc que blanc. Oui, oui, j'ai joué le jeu, très bien, mais j'aime bien vous montrer aussi que le meilleur joueur de tous les temps français était quand même un arabe. Et avec les traits que parfois les racistes français prêtent aux Arabes. Voilà.
encore une fois, je suis pas dupe de l'exégèse un peu forcée que je faisais à ce moment-là, mais je pense quand même qu'il y avait une part de vérité. C'est ça qui m'a toujours intéressé, si tu veux, dans le fait d'écrire sur le sport et le foot, c'est que c'est quand même des il y a une dramaturgie propre au foot ou au sport en général, où se réinvestissent des faits humains qui passionnent le psychologue que je suis ou l'homme très curieux de la chose humaine que je suis. Parce que je pense que c'est ça qui fait le romancier quand même, hein, c'est qu'on est très curieux de la chose humaine. Et donc la scène sportive permet parfois de produire des analyses psychologiques, politiques, sociales, sociologiques. Là, donc, je faisais presque une espèce de scanner affectif de la créature Zidane, quoi, qui me permettait de parler de ce que peut être la névrose propre à des gens issus de l'immigration qui joueraient un peu trop l'assimilation. À un moment, il y a un espèce de retour du refoulé. Voilà, c'est comme ça que je dépeignais ce coup de boule. Donc, tu vois, dans une autre partie du texte me paraît plus juste. Mais effectivement, tu as tout à fait raison de dire que c'était erroné, parce qu'en fait, j'avais prévu, hein, mais tu m'as devancé. Mmh. J'allais effectivement pointer du doigt le Zidane entraîneur, qui, enfin, en tout cas, dont le début de carrière apporte un démenti formel aux lignes, puisque le Zidane entraîneur est un gagneur et pas tellement un esthète, hein, puisque Ouais. le Real de Zidane 2016, 2017, 2018 n'est pas la plus grande équipe dans le jeu, mais c'est vrai que d'un point de vue de la gagne, c'est Ouais, ouais, ouais. Et excellent. surtout, il s'est avéré un meneur d'hommes extraordinaire, et on a compris rétroactivement qu'il était quand même aussi un meneur d'hommes dans le vestiaire. On sait qu'en 2006, c'est lui qui fait l'équipe, par exemple. Alors, il a l'autorité de Zidane et en plus, il a 34 ans, donc c'est pas Domenech qui va faire l'équipe à sa place, quoi. Donc, on sait très bien qu'à l'époque, c'est Zidane, Thuram qui font l'équipe, quoi. Comme c'était un peu Deschamps Blanc qui dirigeait l'équipe de 98, hein. Ce qu'on constate souvent dans les équipes nationales, d'ailleurs, que c'est quand même très, très largement les joueurs leaders qui font l'équipe, beaucoup plus que le sélectionneur. Effectivement. Bah écoute, merci François, on achève la deuxième partie de cet entretien.